Laisser la parole à nos intervenants, donc Gatien Lepage et Yann Abellos. Pour me présenter rapidement, je suis Célia Capel, responsable du recrutement pour la division assurance du groupe CGDIM. On y reviendra un petit peu après. Ça fait un peu plus de 2 ans que je travaille au sein du groupe CGDIM et un peu plus de 2 ans que je collabore donc avec l'ENAS sur la construction de ce partenariat. Chaque année, on participe à plusieurs événements, les forums d'alternants, les jurys d'admission. L'année dernière, on a confié un sujet d'entreprise donc, à un groupe d'étudiants, dont certains sont présents ce soir. Et nouveauté, on anime, Gatien et Yann vont animer donc une conférence sur le thème de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'assurance ce soir. Merci à vous pour votre participation, votre présence. Merci à l'ENAS et à Monica pour l'organisation de l'événement et merci d'avance à Gatien et Yann pour l'animation de cette conférence. Bonne soirée. Merci Célia. Donc, bonjour à tous. Donc, nous sommes ravis d'être ici parmi vous donc, pour animer cette conférence sur l'intelligence artificielle dans le domaine de l'assurance. Donc, on va se présenter tout d'abord. Donc, Yann Abellos, donc moi je suis directeur général adjoint chez CGDIM Insurance Solutions en charge de l'offre BPO. L'offre BPO, c'est la gestion déléguée pour le compte des assureurs et le tiers payant. Et Gatien Lepage, moi je m'occupe des sujets de transformation au sein du groupe CGDIM Assurance et donc sous la direction de Yann. Alors, tout d'abord, quelques mots sur le groupe CGDIM. Donc, CGDIM, c'est une entreprise qui a un peu plus de 50 ans. Un groupe français, familial, dont le fondateur est toujours le PDG de la société. Donc c'est un groupe qui a plus de 6000 collaborateurs dans plus de 10 pays et qui réalise un peu plus de 550 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Donc c'est un groupe qui adresse 4 grands types de solutions. Des solutions pour les professionnels de santé, donc des logiciels pour les médecins, des logiciels pour les pharmaciens, des logiciels paramédicaux. C'est un groupe aussi qui a une offre de base de données pour les médicaments et c'est aussi un groupe qui a une solution de téléconsultation et de prise de rendez-vous en ligne, la solution Maya, concurrente de Doctolib. C'est un groupe aussi qui a tout un nombre de services sur les datas pour les laboratoires pharmaceutiques, pour des datas de données de santé et qui réalise aussi pour les pharmacies des services de promotion de stockage et de distribution de produits de santé. Donc ça, c'est sur l'offre 2. L'offre 3, j'y reviendrai juste après. Et l'offre 4, c'est une entreprise qui propose aussi des services pour les entreprises, notamment de logiciels RH, mais également des services de dématérialisation de courriers et de documents. Et enfin, l'offre 3, c'est justement notre business unit CGDIM Insurance Solutions. Nous avons 2 offres, une offre de logiciel de gestion pour les assureurs et l'autre offre, c'est l'offre BPO que je dirige. Donc en termes de positionnement, CGDIM, c'est le leader du tiers payant en France, c'est le leader de la gestion déléguée et c'est le numéro 2 sur la partie logiciel de gestion RH. Et sur la partie professionnelle de santé, c'est le leader en France sur les logiciels médecins et sur la partie pharmacie également. Alors, un rapide zoom sur notre business unit. Donc, nous avons plus de 200 clients assureurs en France et à travers nos solutions de logiciels ainsi que solutions de BPO, on a un peu plus de 40 millions de personnes protégées qui passent dans nos systèmes, donc plus de 22 millions sur la partie tiers payant et plus de 20 millions sur la partie logicielle. Donc vous voyez le niveau d'implémentation de CGDIM Assurance. Sur la partie gestion déléguée, qui est une des offres BPO, on a un peu plus de 2,7 millions de personnes protégées avec des clients qui sont des acteurs comme Allianz, Groupama, un certain nombre de gros assureurs que vous connaissez font partie de nos clients. Nous proposons aussi des services d'infogérance de solutions informatiques, des services d'analyse de données, big data. On a aussi une offre conseil pour des acteurs en assurance. Et ce dont on vient vous parler aujourd'hui avec Gatien,
c'est plutôt les services que l'on offre sur la partie intelligence artificielle et pour lesquels nous sommes, nous, les premiers acteurs, parce que c'est des services qu'on déploie dans nos propres solutions de gestion en assurance. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet avec les exemples d'applications d'intelligence artificielle en assurance, on a souhaité vous partager quelques exemples d'IA dans l'industrie. Et pour ça, d'ailleurs, je remercie les étudiants qui sont présents et qui nous ont accompagnés au cours d'un stage ces derniers mois. Donc voilà, on a remis là attendez si ça marche. Quelques exemples un peu emblématiques de l'intelligence artificielle dans l'industrie. On a le cas de ces constructeurs automobiles, donc notamment Mercedes, qui a mis en place un pilote avec une intelligence artificielle qui protège le conducteur, qui peut prendre la main sur le véhicule et le stopper en cas de collision imminente. C'est aussi un outil pilote qui lui permet de faire de la maintenance prédictive au niveau de la voiture, c'est-à-dire qu'il va surveiller un certain nombre de capteurs et qui va anticiper les futures pannes. Du côté d'Audi, eux, ils ont développé un logiciel interne qui s'appelle Feigan. Avec ce logiciel, ils utilisent des algorithmes pour designer des jantes de véhicules et pour améliorer la création et on va dire le rapport entre les jantes et les roues des voitures des Audi. Sur la partie Volkswagen, c'est un autre système qui a été mis en place. Là, ils ont mis en place un système de stockage et de cloud qui rassemblait toutes les données de production des voitures, où eux se connectent à l'ensemble des applications des machines et ça leur permet en fait d'améliorer et de réduire les coûts au fur et à mesure de production des différentes pièces des voitures. Donc ça, voilà, c'est 3 exemples d'intelligence artificielle sur la partie industrie automobile. Un autre exemple qu'on souhaitait partager, c'est Airbus qui, eux, ont mis en place une intelligence artificielle pour assister les astronautes au niveau de la Station spatiale internationale. Donc là, on a plusieurs rôles. On a un rôle déjà d'accompagnement humain et de compagnie simplement de l'astronaute voilà, quand il est en mission au niveau de la station. Après, il y a évidemment des éléments qui vont au-delà de ça, avec des capteurs qui permettent de suivre voilà, un certain nombre d'indicateurs de vie de l'astronaute. Donc là, c'est voilà, le Free Flyer Simon. Après, on commence à parler de l'assurance avec 2 exemples de clients CGDIM, Covéa et Allianz. Donc typiquement, Covéa avait fait face à un violent orage en juin 2022 avec des véhicules endommagés. Et pour accélérer les expertises, Covéa a mis en place un scanner géant qui permettait aux véhicules en fait, de passer dans ce scanner et de détecter automatiquement les différents dommages, les chocs sur la carrosserie, ce qui permettait derrière de gagner du temps et de réduire la durée d'expertise de plusieurs minutes à quelques secondes. Donc ça, c'est un exemple d'application dans le monde de l'assurance. Et un deuxième exemple avec Allianz. Alors ça, vous en avez peut-être entendu parler, il y a aussi d'autres startups qui ont développé des outils de ce type-là. Allianz, c'est des capteurs dans leur voiture qui leur permettent de suivre le kilométrage et qui prennent en réalité des photos des compteurs et sans se déplacer, ils peuvent voir le nombre de kilomètres passés pour pouvoir faire ce suivi-là de consommation, etc. Et la start-up dont je parle, c'est une start-up qui, elle, va fournir des contrats d'assurance voiture, auto, en fonction justement du nombre de kilomètres parcourus avec le véhicule, le taux d'utilisation, etc. Donc voilà quelques exemples d'applications d'intelligence artificielle très appliquées dans l'industrie. Maintenant, je vais laisser la parole à Gatien qui va vous donner quelques exemples plutôt dans le monde de l'assurance et plus spécifiquement d'applications mises en œuvre chez CGDIM. Hop, je te laisse. Alors, donc déjà, je voulais vous reprendre un peu les niveaux d'investissement qui sont faits et prévus
au niveau de l'intelligence artificielle. Tout secteur confondu, on prévoit une croissance d'à peu près 30%, un peu plus de 30% pendant une dizaine d'années, ce qui va atteindre un niveau quand même très important d'à peu près 400 milliards de dollars au niveau monde, hein, avec des secteurs qui sont plus représentés que d'autres. J'ai un petit écho là, je ne sais pas si c'est moi, je vais relever comme ça. Donc la banque et l'assurance sont des secteurs privilégiés puisqu'on est sur des secteurs qui sont en fait avec beaucoup d'administratifs, avec des tâches qui sont répétitives et qui jusque-là n'avaient pas pu être automatisées avec de l'informatique classique. Là, avec l'IA, on a la possibilité de passer à une étape supérieure, de passer à le niveau de complexité et d'automatiser ces tâches. Donc, tous les secteurs sont concernés et on voit que sur l'assurance, on oscille sur des tâches qui peuvent être automatisées, remplacées par l'IA à peu près à 50%. Et pour grosso modo 10% supplémentaires, augmenter, c'est-à-dire que l'IA va apporter une valeur ajoutée supplémentaire, va les aider pour réaliser leur travail. Donc pourquoi on a des investissements aussi élevés dans les années à venir? Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on fasse un petit retour en arrière sur le contexte dans lequel l'assurance évolue. Si on regarde ne serait-ce que 20 ans, mais 20 ans jusqu'à aujourd'hui, on a des produits d'assurance, en particulier sur la santé et la prévoyance, qui sont particulièrement complexes, avec un jargon législatif, on va dire, qui n'est pas à la portée du premier consommateur. On a également des processus qui sont très hachés, qui font intervenir différentes structures. Il y avait beaucoup plus d'acteurs qu'autrefois qu'aujourd'hui. Et on a eu depuis 20 ans, on a une hausse régulière des coûts, qui est liée certes à l'inflation, mais qui est liée aussi à plus de consommation et à plus de soins, plus de prise en charge à différents niveaux. Face à ces constats qui ne sont pas d'aujourd'hui, il y a l'État qui intervient et qui intervient en essayant de réduire ses coûts. Par exemple, si on regarde les lunettes, vous vous placez dans les années 2000, vous aviez le droit à 2 lunettes quasiment par an. Quand on est aujourd'hui, on a le droit à une paire de lunettes tous les 2 ans. Donc ça, c'est la réglementation et ça permet de réduire les coûts. On a un certain nombre de règles qui viennent chaque année avec le PLFSS qui sort généralement dans cette période de l'année et qui vient réglementer et réduire en fait à la fois le champ des possibles mais aussi simplifier l'offre. De l'autre côté, les assureurs ne sont pas en reste, ils ont eux aussi agi parce qu'ils étaient conscients de ces différents problèmes. Ils ont simplifié le vocabulaire, donc quand vous regardez les différentes offres, il y a un certain nombre d'initiatives pour essayer de rendre les plaquettes compréhensibles par tout le monde. Il y a des parcours de souscription, des parcours où vous allez demander des remboursements suite à des sinistres ou lorsque vous allez chez le médecin, ça aussi ça a été simplifié. On a des automatisations d'échanges avec des flux, notamment on parlait du tiers payant, c'est une simplification, il n'y a plus de papier qui circule. On a les flux Noémie qui sont un petit peu la continuité des flux de tiers payants, ça aussi ça permet de dématérialiser l'ensemble des flux et ça normalise. Tout ça, ça va toujours dans la même direction, c'est qu'à chaque fois il faut avoir les mêmes données, il faut avoir le même vocabulaire, il faut rentrer des cases. Je voulais parler également des réseaux, donc les réseaux de soins, pour réduire notamment les coûts et avoir le meilleur rapport qualité-prix, les assureurs ont développé des réseaux de soins. Ces réseaux de soins ont eu l'avantage également de normaliser l'offre, puisque tout le monde doit répondre au même cahier des charges. Si tout le monde a les mêmes produits et on commence à normaliser un peu ce que l'on vend, il y a un problème derrière, c'est qu'il faut arriver à se différencier par rapport à son petit voisin. Et donc il y a 4 grands leviers qui restent. Le prix, celui qui vend le moins cher. Les services périphériques inclus dans l'offre. Donc pour l'assurance, on va être sur la détection en avance d'un cancer. Ça va être des campagnes de vaccination. Ça va être ce type d'offre complémentaire finalement à l'offre principale. Il y a la promesse de la marque, on est dans l'assurance, l'important c'est quand même que lorsqu'on donne de l'argent en avance, le moment où on en aura besoin, on puisse la récupérer et se faire rembourser.
Et puis il y a l'expérience client. Ça aussi c'est important. On n'est pas tous digital natives. Il faut aussi pouvoir profiter finalement d'échanges humains pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc si on fait un petit retour, une petite comparaison sur l'automobile, puisqu'on avait commencé avec ce sujet-là, c'est comme si vous alliez chez des concessionnaires qui avaient tous la même voiture. Vous allez choisir celui qui donne la voiture la moins chère, celui qui vous permet d'avoir le rétroviseur polychrome alors que l'autre il était tout simple. Vous allez, s'il y en a un qui met un petit logo Rolls-Royce ou Mercedes au bout, vous dites tiens c'est quand même un peu mieux que si j'avais un autre logo, je dirais pas de marque. Et puis l'expérience client, c'est quand vous allez faire votre vidange, vous avez la possibilité d'avoir un petit café, et donc tout ça, ça fait la différence. Alors, comment on fait pour se différencier ? Les assureurs, ils ont commencé d'abord par faire une première vague, qui était la vague de digitalisation. Donc il y a eu l'automatisation des tâches sur le système cœur de gestion. Donc là on est sur l'objectif d'éviter d'avoir des tâches manuelles mélangées avec de l'informatique. Donc on fait ça, on automatise finalement les tâches directement sur le SI de gestion. On a la création des espaces clients. Donc là c'est d'essayer de dématérialiser les échanges pour pouvoir fluidifier et avoir un seul canal d'entrée. On n'y est pas encore. La fin du papier au profit des mails, ça a été peut-être une erreur parce qu'au final les mails c'est aussi cher à traiter que le papier, et donc on passe maintenant sur des échanges, on favorise les échanges au sein des espaces clients avec des messageries. La digitalisation des parcours de souscription, donc là c'est faire en sorte d'avoir des personnes qui commencent à regarder un produit et qui vont jusqu'à la fameuse signature, et qui ne s'arrêtent pas en milieu en disant j'ai pas compris, je vais aller voir chez un autre, et puis finalement ils souscrivent ailleurs. Ou la création d'applications mobiles. Donc, tous ces investissements ont été faits, tous n'ont pas donné forcément les résultats escomptés. Alors, je vous ai mis l'exemple parfois sur les applications téléphoniques. Il y avait un sondage de l'IFOP en 2020 qui donnait finalement les résultats sur est-ce que vous utilisez ou non votre espace client. Et quand on regarde les pourcentages, il y en a 70% qui ne l'ont jamais téléchargé et que ça n'intéresse pas. Donc c'était pas forcément facile dans ces premières étapes. On tâtonne et on avance au fur et à mesure. L'IA a un rôle majeur à jouer pour automatiser les processus parce qu'on va pouvoir passer à un niveau de complexité qu'on ne pouvait pas faire avec l'informatique classique. Ça va nous permettre de réduire les coûts de gestion et donc d'agir sur le levier du prix, d'avoir de la rapidité de traitement. Ça, c'est la partie relation client. Et en termes de qualité, à partir du moment où on automatise, s'il y a la même entrée, il y a la même sortie, on va avoir un niveau de qualité qui va être supérieur à l'homme. Alors, après, on parle d'IA, on va rentrer un peu de technique, juste pour avoir un peu le même vocabulaire. Et sur l'IA, ce qui est intéressant de regarder, c'est, tout à l'heure, vous parlez des investissements qui sont en forte hausse. On le voit aussi sur la distribution des publications et des brevets qui sont déposés. Et autour du terme IA, en fait, on regroupe un nombre important de technologies. Alors, je vous ai mis une petite définition que je trouve sympa. Derrière le terme IA se cachent différentes technologies utilisant le machine learning pour automatiser les processus informatiques dans la création des différents algorithmes relatifs. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plein de technologies derrière et elles sont toutes basées sur le machine learning. Et donc, lorsqu'on regarde ce graphique-là, on voit que depuis, grosso modo, 2015, il y a une progression très très forte des publications. Alors il y avait une petite inflexion si vous regardez sur le NLP, le Natural Language Processing en rose. Donc je vous ai fait un zoom spécifiquement sur cette zone-là puisque dans l'assurance c'est vraiment un élément très très important. Le NLU, donc le NLP, donc Natural Language Processing, c'est tout ce qui tourne autour du traitement du langage naturel. Et le NLU, c'est la compréhension du langage naturel. C'est donc une sous-partie du NLP. Et on voit que il y avait un relativement faible nombre de publications jusqu'à 2020, et on est en très forte progression sur 2021-2022.
Donc si on retraduit ça par rapport aux années qu'on a vécues, c'est jusqu'en 2017, pour pouvoir utiliser finalement du NLU, il fallait énormément de modèles, il fallait stabiloter énormément de copies pour pouvoir dire j'ai utilisé tous ces mots-clés là, et tous ces mots-clés là vont me donner toujours le même résultat. Donc c'était cher, c'était long, et donc il fallait évidemment derrière, pour rentabiliser, il fallait également beaucoup de cas, il fallait pour pouvoir avoir suffisamment de retour sur investissement. À partir de 2018, il y a des nouveaux modèles, des nouveaux algorithmes qui sont sortis. On a eu BERT avec sa traduction française Camembert, qui permettent du coup d'avoir une compréhension avancée où on n'est plus seulement sur les mots-clés, mais aussi sur l'environnement de la phrase. Et donc, on a une bien meilleure compréhension, et en plus, l'avantage, c'est qu'on a besoin de beaucoup moins de modèles qu'avant. Donc, moins cher à fabriquer, plus performant. Et puis, on arrive en 2022, où là, on a du ChatGPT, ou les équivalents, où là, on est sur du multitâche, et avec la possibilité d'avoir de nouveaux résultats. Alors, dans l'assurance, comment ça se traduit? Alors, je vous ai fait une petite traduction de toutes les technologies, finalement dans quels outils on peut les retrouver dans l'assurance, et des outils finalement, quelles sont les principales directions qui vont les employer. Donc on a la structuration des données à partir de sources hétérogènes. Ça, c'est par exemple le fait d'utiliser toutes les données sur les réseaux sociaux et de pouvoir en sortir des données intéressantes dans l'exploitation. On a l'interprétation du sens d'un texte. Donc comprendre ce que dit le texte, c'est pas simplement d'avoir des mots-clés. On a la traduction instantanée multilangue. On a la reconnaissance des images. La traduction de texte en voix, de voix en texte dans les deux sens, avec la génération de texte, on a la sentimentalisation. Donc la sentimentalisation, c'est le fait de pouvoir donner une note sur un texte en disant est-ce que ça s'est bien passé, est-ce qu'il était énervé, pas énervé. C'est ça la sentimentalisation. Donc derrière, 3 types d'outils, je les ai classés entre les canaux froids, les canaux tièdes et les canaux chauds. À froid, ça veut dire par rapport à la relation qu'on peut avoir avec le client. Donc on est plutôt sur des tâches d'analyse, de recherche de corrélation. Donc là, on va faire du deep learning. On va prendre toutes les bases de données. On va se dire, tiens, est-ce qu'il y a une relation entre je vends moins et la météo, il faisait pas beau. Ou j'ai vendu plus de clim, il faisait plus chaud. Donc là, je prends des exemples simples, mais dès qu'on commence à multiplier les facteurs, ça peut être assez intéressant de trouver ces corrélations. L'automatisation RPA, donc là on est sur le terme RPA est assez ancien. Par contre, couplé avec de l'IA, on arrive à avoir des choses très intéressantes d'automatisation de processus. Donc, historiquement, dans le RPA, on avait par exemple tout ce qui était recettes. On faisait toutes les recettes sur un nouveau logiciel. Vous sortez un nouveau logiciel avec des nouvelles fenêtres. Il faut vérifier que quand on remplit à tel endroit, ça donne tel résultat. On pouvait prendre un RPA qui simule finalement quelqu'un qui clique à tel endroit, qui met les différentes valeurs et qui ensuite regarde le résultat. Donc cette partie RPA, maintenant on peut avoir de la compréhension de texte et ça change tout. On n'est plus sur tu prends telle valeur, tu le mets à tel endroit. On peut prendre des morceaux de phrases et les intégrer. Sur la partie tiède, on a les classements de mails, mais cette fois-ci non plus des classements de mails bêtes et méchants avec des mots-clés, mais avec le contenu du mail. On va avoir la compréhension du texte ou de l'image. Dans l'image, ça peut être par exemple on peut retourner sur les voitures, on pourrait avoir la même chose, mais ça veut dire typiquement quand on était sur le compteur de voiture, arriver à lire le kilométrage, on est sur la compréhension de l'image. On peut être également sur des PDF qui ont été faits ou des photos de courriers qui ont été reçus par les assurés qui nous ont renvoyés par la suite. On est bien encore sur une image. Donc imaginez que la qualité n'est jamais toujours excellente. Vous prenez des personnes qui ont plié en 8 leur page, qui la mettent avec tous les effets d'ombre, on prend une photo. C'est pas du tout évident d'arriver à lire les phrases, voire de savoir si la phrase est les mots sont dans la même phrase. Parce qu'il y a des effets d'ombre qui laissent supposer qu'en fait on est en décalage d'une ligne par rapport à l'autre.
Et puis les mailbots, c'est simplement arriver à classer, mais aussi à répondre aux clients. Donc c'est l'étape d'après pour pouvoir gérer l'ensemble de ces flux tièdes. À chaud, c'est lorsqu'on a le client en face de soi, ou en tout cas avec une interaction où on réagit en direct avec lui. Donc on va avoir les chatbots, on va avoir les voicebots en langage naturel, on va l'avoir en multilingue, on va avoir les résumés de conversation, et le question answering. Le question answering, c'est le fait de pouvoir poser une question ouverte et d'avoir une réponse en langage humain qui soit adaptée. Donc, quand on regarde ces trois typologies, trois familles d'outils, on a la partie à froid, elle est plutôt utilisée par des directions techniques, par des directions de pilotage, qui ont du temps, entre guillemets, pour analyser, pour aller chercher des corrélations entre différentes données. La partie RPA, elle, on la trouve dans toutes les directions. Dans toutes les directions, vous allez trouver, par exemple, plusieurs outils. On va avoir une direction qui doit prendre des éléments qui viennent d'un outil 1, des éléments d'un outil 2, et puis derrière, ils doivent faire une synthèse. On peut très bien passer par un RPA qui va aller faire lui-même la sélection des éléments dans le premier système, dans le deuxième système, et qui fait la synthèse. La partie tiède, on va retrouver beaucoup de gestion. La gestion back-office, donc tout ce qui est sinistre, la gestion des sinistres, ça c'est typiquement utilisé à ce niveau-là. Les fonctions support aussi, ou les fonctions commerciales, donc plutôt dans le suivi commercial d'ailleurs. Et sur le show, c'est tout le front office, donc la vente, la relation client. Ça c'est vraiment le cœur des utilisateurs. Alors, je vous ai mis des processus qui sont utilisés de manière générale en assurance, et puis après on fera le zoom sur deux processus que l'on a développés au sein de CGDIM. Donc le premier sur la souscription de contrat, l'objectif c'est de faire en sorte que le client signe au bout avec un parcours le plus fluide et le plus omnicanal possible. Le client, il a différents moyens maintenant de prendre contact avec nous. Généralement, il va commencer à faire ses recherches sur Internet, il nous passe un coup de téléphone, il nous envoie un mail. Et il faut que tous ces éléments-là, on puisse les collecter, faire finalement une base de données ou une base de connaissances sur ce client. Et s'il nous a déjà dit comment il s'appelait, de ne pas lui reposer la question dans un formulaire après. Donc ça, on va optimiser, on va réduire l'effort fait par le client pour pouvoir simplifier le parcours. On peut aller également plus loin sur la tarification, une tarification personnalisée, un peu moins en France que dans d'autres pays, où là on va aller rechercher toutes les informations qu'on peut avoir sur l'individu, sur l'entreprise, et on va mesurer son risque, et à partir de là, lui donner un tarif personnalisé. Ça évite, au niveau d'une direction technique, d'avoir toutes les combinaisons possibles dans un produit difficile à paramétrer par ailleurs. Et là, c'est directement l'outil qui va donner la réponse. Le processus anti-churn, donc là, l'objectif, c'est d'éviter que les personnes, les clients qui sont déjà clients de l'assureur, ne partent. Et ils partent pour différentes raisons, soit parce qu'ils trouvent mieux ailleurs, mais aussi parce qu'ils ont une vie, ils ne sont pas toujours au même état. Donc on va collecter l'ensemble des informations que l'on a en tant qu'assureur. Donc ça peut être simplement, ne serait-ce que vérifier qu'à un moment donné, il nous a dit qu'il allait se marier et qu'aujourd'hui, il a un produit qui est fait uniquement pour les célibataires ou qui ne couvre pas les enfants. Et donc, on va commencer à lui dire, là, ça serait peut-être intéressant de lui proposer une offre qui est plus adaptée. Et donc, il va changer de produit, mais il va changer de produit en restant chez nous. On va avoir quelqu'un qui est mécontent, qui a manifesté à différentes reprises un problème de manière tout à fait légère, mais répétée. Et là, on se dit, en fait, ça fait 4 fois qu'il nous dit qu'il n'arrive pas à nous joindre. On va peut-être, nous, l'appeler directement. Et donc, en faisant ces petits efforts-là, eh bien, on peut garder le contact avec le client et éviter qu'il parte. On peut aussi adapter les tarifs. C'est aussi des choses qui arrivent. Le suivi commercial, donc là, on a l'objectif, c'est d'arriver à téléphoner au meilleur moment pour joindre le client et d'optimiser le temps du commercial. Et donc, on va collecter différentes informations sur le client, sur l'historique du client. On arrive, par exemple, on l'appelle régulièrement et il n'est jamais joignable de 9h à 10h. Donc, c'est pas la peine d'essayer de perdre 5 minutes à essayer de l'appeler à ce moment-là. On planifie un appel plus tard.
C'est peut-être aussi le client qui nous a dit au cours d'une conversation que lui, ce qu'il préférait, c'était être appelé la prochaine fois à midi le tel jour. Donc tout ça, ça peut être enregistré et positionné directement dans le logiciel qui planifie les différents rappels. Un élément qui est très, très fort aussi sur l'IA, c'est la détection de fraude. Donc, la fraude au niveau de l'assurance santé-prévoyance, elle est estimée autour de 7% de l'ensemble des montants, donc c'est vraiment très, très, très important. Et on n'en capte que 0,5% aujourd'hui. En tout cas, on met le doigt sur 0,5%. Donc il y a beaucoup d'efforts à réaliser et c'est très compliqué d'arriver à le faire à bon escient. Parce que si on met trop de capteurs, si on met on va dire notre grille de sélection trop basse, on se retrouve avec énormément de dossiers à regarder. Et donc finalement, le coût d'analyse est supérieur au coût de revient. Donc il faut trouver le juste équilibre entre les faux positifs et les faux négatifs. Les faux positifs, c'est lorsque l'on va avoir un dossier qui est détecté comme étant frauduleux, mais en fait, il ne l'était pas. Et les faux négatifs, c'est on n'a pas détecté qu'il y avait de fraude, mais par contre, il y en avait une. Donc, il faut trouver cet équilibre. Pour pouvoir arriver à faire ça, il y a évidemment tous les flux, il y a les habitudes de consommation, mais il y a aussi tous les documents qui nous arrivent. On va faire la différence entre les professionnels de santé, lorsqu'ils vont tricher, ils vont tricher en masse et ça va être plutôt des écarts de statistiques. Lorsqu'on est sur des personnes communes, on va dire, des individus, eux, ils vont plutôt falsifier des documents. Et sur les documents, on a plein d'astuces pour voir que le document est frauduleux. On va dire le premier qui ne sait pas bien utiliser Photoshop, c'est facile à avoir. Il y en a d'autres où on est obligé de faire plus de recherches pour arriver à détecter que le document est frauduleux. On va mélanger ces différentes technologies avec de l'IA, avec des statistiques, et à la fin, on va dire, une personne qui a une consommation de tel type, qui a en plus une néobanque, qui en plus vient de souscrire un contrat et qui n'a pas payé sa dernière cotisation, il est un peu dans le viseur, sûr. Pilotage des ratios sinistres sur prime. Je voulais juste rajouter un mot sur cet aspect fraude. Donc, nous, CGDIM, on a un partenariat avec la société Shift Technologies, que certains connaissent, je suppose. Et en effet, ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille avec eux. Et on a une dizaine de clients assureurs qui font appel à nous du coup sur de la fraude assurée, donc avec des envois potentiels de fausses factures, mais aussi sur de la fraude professionnelle de santé, donc des factures d'opticiens, des factures de dentistes, des factures même d'établissements hospitaliers, où là c'est pas forcément de la fraude, mais ça va être on va dire des erreurs de facturation. Et donc tout le travail en effet, c'est que les algorithmes de Shift vont faire de l'analyse de ces factures, de l'analyse de vieilles factures, de l'analyse de comportement d'assurés. Ils vont aller détecter, par exemple, si on reçoit pour la même famille des lentilles qui vont équiper les adultes, les enfants, etc. Donc il y a tout un tas de scénarios de fraude. Et derrière, ce que nos clients assureurs demandent, en effet, c'est quel est le ROI. Et donc avec la solution Shift, on peut avoir entre 2 et 4 euros de gains par personne protégée. Quand vous voyez qu'on a des clients qui vont avoir des portefeuilles autour d'1 million de personnes protégées, voilà, c'est vraiment un sujet sur lequel aujourd'hui tous les acteurs de l'assurance se penchent, parce que comme le disait Gatien, on sait qu'il y a des fraudeurs assurés et professionnels de santé. Donc c'est quelque chose sur lequel on avance et qu'on continue de perfectionner avec ces technologies travaillées avec Shift. Alors après, on peut parler aussi du pilotage sur le ratio S sur P, donc le sinistre sur prime, qui est le ratio finalement lié à la rentabilité du produit assurantiel qui est proposé. Et là, ce qui est intéressant, c'est de commencer à rechercher des corrélations qui ne sont pas que avec les données qui sont propres à l'assureur. On peut par exemple parler des réseaux Sentinelle, donc c'est l'État qui donne ses prévisions pour les futures maladies, donc il y avait le Covid par exemple. Et là, on peut se dire, si aujourd'hui on est à tel niveau, qu'il y a telle progression à venir, ça va me coûter tant. Donc je vais pouvoir calculer mon futur taux de révision tarifaire.
donc savoir le nouveau prix de l'assurance. Mais on pourrait aller plus loin, on peut aussi regarder la météo sur les arrêts de travail, on peut regarder plein de choses de ce type-là qui ont un effet. Et l'intérêt du deep learning là-dedans, c'est qu'il va chercher tout seul des relations, et ça peut mettre la piste derrière sur des éléments tout à fait pertinents. Hop. Alors après, je vais aller un petit peu plus vite sur la veille documentaire. Bon là, on se retrouve, c'est un peu commun pour beaucoup de métiers. C'est la capacité à avoir des résumés ça balaye tout un pan par rapport à différents articles. Ça fait un résumé et ça vous met les liens des articles les plus intéressants. Il y a le partage de connaissances. Donc ça, c'est un petit peu différent. C'est on va dire une super FAQ. C'est un peu comme un moteur Google que vous pourriez implémenter directement dans votre entreprise. Vous recherchez, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un hôpital, par exemple. Un hôpital qui a différentes procédures pour opérer une personne. En fait, la procédure, elle n'est pas marquée en une seule fois, elle est marquée en plein de morceaux. Des fois, c'est du texte, des fois, c'est des images, de temps en temps, c'est du PDF, des fois, c'est jamais la même chose, avec des fois des formulations qui sont les mots-clés qui viennent à l'esprit de la personne. Et parfois, la procédure elle a été rédigée par la personne responsable des procédures et qui n'est pas du tout médecin. Et donc, du coup, il a utilisé un vocabulaire différent. Et donc, il faut que le moteur de recherche, lui, trouve bien toutes les procédures, y compris avec les mots-clés, entre guillemets, qui ne sont pas les mêmes. Donc, il faut bien qu'il y ait une compréhension de la question, une lecture de tous les documents, et ça avec une réponse instantanée. Donc, ça veut dire qu'on doit balayer un nombre considérable de documents et trouver la bonne réponse. Donc, ça, c'est un élément intéressant à développer dans différentes entreprises. Là, je vous donnais, par exemple, la partie sur un hôpital. Et sur la partie relation client, je vais y revenir juste après. Donc à la fois sur la partie relation en direct, et puis après sur l'analyse des conversations qu'on peut en faire, et le traitement en back-office. Pareil, on a un petit projet sur lequel on a travaillé. Alors sur la téléphonie, ce qui est intéressant de voir en assurance, c'est quels sont les enjeux, quels sont finalement les objectifs que l'on peut avoir lorsqu'on choisit une nouvelle solution téléphonique. Le premier, c'est déjà de répondre quand on rentre dans une solution téléphonique, c'est de faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre l'appelant et celui qui doit répondre. Donc il faut qu'on comprenne l'individu, son besoin, et qu'on mette en face les bonnes personnes et en nombre suffisant. Parce que si on met une personne alors qu'il y en a 1000 qui appellent, il ne va jamais pouvoir répondre à tout le monde. Donc il faut aussi arriver à faire ça sur différents canaux. La voix, le texte, le savoir, j'allais dire jusqu'au SMS, mais il faut arriver à choisir le bon canal pour répondre. S'adapter au parcours, donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure lorsqu'on parlait de la souscription, mais c'est valable aussi dans la relation client. Le client, il peut nous contacter par différents moyens. Il nous a peut-être envoyé un mail au départ pour nous dire « Tiens, j'ai un problème avec l'inscription de ma fille. Je vous ai en plus renvoyé les pièces justificatives par courrier papier. » Et maintenant, il nous téléphone. Il nous dit « Voilà, ok, je vous ai envoyé tout ça. Comment ça se fait que vous n'ayez pas une synthèse de tout ce que je vous ai demandé ?» Là, il faut une solution qui puisse collecter toute cette information. Être customer centrique, donc ça c'est pour ceux qui sont dans la relation client, c'est quelque chose qu'ils auront en tête tout le temps, mais il y a vraiment un changement de paradigme, on va dire ces dernières années, et d'autant plus avec le Covid qui a renforcé ce rôle de relation client. On passe d'une situation où l'objectif c'était de répondre aux clients en disant voilà, j'ai un super indicateur qui est le taux de décroché, j'ai répondu à mon client. Et maintenant, j'ai bien répondu à la question du client, qui est quand même beaucoup plus intéressant. Et donc, le fait de passer de l'un à l'autre, ça veut dire qu'on passe sur la compréhension. On n'est plus sur j'ai mis la bonne compétence au bon endroit, j'ai mis en plus quelqu'un qui savait répondre et qui a bien répondu et qui a fait même mieux. Il a anticipé les questions du client par rapport à sa situation. Donc là, je mettais les indicateurs clés. Avant, on mettait le taux de décroché. Maintenant, on est sur le CSAT NPS. Humaniser la relation client tout en restant productif.
Donc on ne va pas se le cacher, hein, le but c'est quand même de gagner de l'argent. Donc gagner de l'argent, et il faut quand même qu'on fasse plus avec moins. Donc l'utilisation du langage naturel, c'est aussi le moyen de dire on va automatiser énormément de tâches, mais en fait vous allez l'expérience client va être bonne, vous allez avoir l'impression de discuter avec un humain. Et donc les solutions téléphoniques qui existent, qui se développent, sont de plus en plus bluffantes, et des fois on se dit mais en fait j'aurais eu un humain et je ne me serais pas aperçu. Je ne me serais pas aperçu que c'était un robot, ou ça peut être vraiment très très fluide. Il y a des personnes pour lesquelles ça passe pas, il y a des personnes qui ne veulent pas, qui sont énervées. Il faut pouvoir toujours basculer d'un robot à un humain. Celui qui choisit le 100% digital avec que des robots, il a perdu. Ou alors il s'adresse à une niche bien particulière. Et c'est aussi la personnalisation des appels. Quand la personne nous appelle, on connaît s'il n'a pas caché son numéro, on est capable de dire tiens, il nous a appelé il y a moins de 12 heures, donc moins de 12 heures, je vais pouvoir lui proposer soit de le mettre en relation avec le précédent téléconseiller, ce qui évite de rappeler le contexte, et on gagne du temps et pour le client et pour nous. Ça peut être aussi de dire tiens, ce client-là, c'est un client VIP. C'est le DRH de L'Oréal, hop, on va faire attention de bien le traiter encore mieux que les autres. On va faire attention de se dire tiens, c'est quelqu'un qui est âgé, ou alors c'est quelqu'un qui passe par une société qui fait des traductions en langage des signes. Ça nous arrive aussi. Il y a des sociétés qui sont spécialisées sur le langage des signes et qui traduisent en instantané pour les personnes. Donc ça, on peut capter le numéro de l'appelant, on est capable ensuite de donner l'information au téléconseiller pour qu'il prenne plus de temps dans ses formulations et évite d'avoir un débit à 100 à l'heure. Et puis le dernier point, c'est gagner en efficience. Donc on a robotisé, donc on gagne des ETP. C'est simplement dire, voilà, si vous voulez simplement l'adresse de correspondance ou l'adresse du site internet, on vous la donne, et puis vous pouvez raccrocher, comme ça tout le monde a gagné du temps. C'est souvent des questions simples, et donc on va essayer d'automatiser ce type de réponse. On va aussi collecter, ce que c'était dans le sens de dire on va répondre à toutes les questions en une seule fois. Donc on va capter de l'information dans nos outils de gestion, et on va se dire tiens, cette personne-là, elle n'a pas eu de carte de tiers payant. Elle a refusé même de faire de la télétransmission. Pourquoi ? Donc on peut avoir un discours sortant en lui expliquant vous avez, plutôt que de nous envoyer vos papiers en remboursement, vos demandes de remboursement en papier, vous auriez la télétransmission, ça marche comme ça, et on peut faire sauter un verrou, et la personne du coup gagne du temps dans ses remboursements, et pour nous aussi c'est du temps gagné, puisque on recevrait les flux directement intégrés. Donc voilà, il y a plein de processus autour de la relation client. C'est des objectifs qui sont tout à fait communs. Voilà. Et ce que j'allais ajouter, c'est que là, en effet, ces éléments-là, c'est pas uniquement des éléments théoriques, ça correspond justement au projet que l'on déploie actuellement et qui est en fin de déploiement chez CGDIM Assurance, avec la solution de Genesis, projet que pilote Gatien depuis plusieurs mois maintenant, et justement l'ensemble de ces points-là ont été vus, et c'est pour ça qu'on a travaillé sur cette évolution d'outils pour atteindre ces différents objectifs que Gatien vient de parcourir. Alors concrètement, là on est encore sur la théorie. Je vais vous illustrer ça au travers d'un cas d'usage tout à fait simple. Un client qui nous appelle en disant « je suis bloqué sur mon espace client ». Derrière, on va lancer un chatbot parce qu'on voit qu'il est resté un certain temps sur sa page. Le client qui commence à manifester son énervement sur le dialogue. Donc du coup, on va prendre la main avec un humain sur le chat. Le client ne comprend pas les actions qu'il doit mener parce que c'est pas évident, typiquement on pourrait tomber sur quelqu'un qui est étrangère et qui ne parle pas le français, et on a un téléconseiller qui s'exprimait en français. Ensuite, du coup, on va avoir une transmission, le téléconseiller va transmettre un code spécifique qui va permettre au client de rentrer en relation avec la même personne qui était au chat.
Alors que dans beaucoup de solutions qui ne sont pas omnicanales, là on se retrouve coincé parce que le seul numéro qu'on peut lui donner, c'est le numéro qui est en tête du SVI, donc le serveur vocal interactif. Et donc là, il a une possibilité de tomber sur n'importe lequel des téléconseillers. Là, l'avantage, c'est qu'on lui donne directement la continuité de l'interlocuteur. Il y a un échange qui, du coup, par téléphone entre l'agent et le client, avec une analyse que l'on peut faire en parallèle de la conversation avec de l'IA. Et l'IA peut proposer automatiquement à l'agent des questions complémentaires qui sont liées à la bonne compréhension de la situation. Donc l'IA, vous pouvez imaginer par exemple un formulaire qui doit être complété par l'agent, plutôt que de faire toutes les questions une par une. Il y a une conversation tout à fait naturelle qui se pose, et l'IA va remplir le formulaire lui tout seul, et à la fin il va dire attention, avant de clôturer, tu as oublié de poser la question un tel qui permet de finaliser le formulaire. Donc le client n'arrive pas à faire la manipulation, pas de bol, on n'est pas tombé sur le cas facile, et bien, du coup le téléconseiller, l'agent va proposer une connexion à distance. On va prendre la main à distance pour réaliser l'ensemble des actes pour la place du client, et on résout sa situation, donc lui il est content. Pour autant, la situation n'est pas tout à fait terminée, puisque l'agent, lui, il doit qualifier son appel. Qualifier son appel, c'est dire j'ai une trace de conversation avec mon client, et voilà finalement les sujets de discussion, ça c'est bien fini, pas fini. Ça nous permet d'avoir des stats, mais aussi un suivi de l'ensemble des échanges avec le client. Là, avec l'IA, on a la possibilité d'avoir un résumé qui accompagne le fameux formulaire entre guillemets qu'on aurait pu avoir, et ça nous permet de gagner énormément de temps. Donc vous imaginez le nombre d'appels qu'il y a par personne et par téléconseiller. On compte en secondes, gagner 15 secondes, c'est énorme, et on va multiplier ça par le nombre d'appels par jour et par téléconseiller. Donc je vous ai mis en rose rouge là les étapes sur lesquelles on peut avoir de l'IA, avec le chatbot, la manifestation de l'énervement, donc ça c'est la sentimentalisation. On peut avoir l'analyse en temps réel de ce qui est dit, avec derrière la complétude d'un formulaire, et on a la qualification de l'appel en dernière étape. Si on rentre toujours sur la partie téléphonie, alors je vous ai mis en forme d'œil là les différents langages pour que vous l'ayez en tête, parce que ça me paraissait important. Donc à l'extérieur de l'Oval, vous avez STT et TTS, donc c'est speech to text, c'est la traduction de la voix en texte, et TTS c'est text to speech, donc c'est l'inverse. Il y a la partie NLP qui est donc tout ce qui est traitement du langage naturel, et vous avez le cœur qui est plutôt NLU, donc c'est la compréhension du texte et du langage. Si on regarde les cases jaunes là, vous avez un parcours de SVI, donc sur le SVI, c'est le serveur vocal interactif. La personne téléphone, il y a la petite musique d'accueil, bonjour, vous êtes chez un tel. Et puis on va commencer à lui poser des questions autour d'un menu. Est-ce que vous voulez le choix 1 ou dites choix 1 ou prestation par exemple. Ça c'est un niveau d'IA qui est assez faible finalement. On est encore sur des mots-clés, on attend des mots-clés en réponse, et grâce à ces mots-clés, on va avoir une interprétation qui nous oriente sur le choix du menu. Après, vous avez un deuxième cas qui est toujours assez simple. On demande à la personne de s'identifier. Pour ça, typiquement un numéro de contrat, donc ici un numéro d'adhérent. Ça permet de savoir avec qui on s'exprime. Quand on récupère ce numéro-là, on va aller derrière interroger notre base client en disant tiens, c'est tel numéro de contrat, redonne-moi toutes les informations que tu connais autour de cet individu. Après, on va passer à un stade plus intéressant au niveau NLU, qui est la compréhension des intentions. On va lui poser une question ouverte, et cette question ouverte, c'est finalement pourquoi tu nous appelles. Et on va avoir classé en fonction des typologies de réponses. On va lui dire, tiens, si tu nous appelles pour tel sujet, voilà telle typologie de réaction qu'il faut avoir.
soit on donne un message, et on raccroche, soit on donne un message et on laisse derrière la possibilité de joindre, soit on va carrément aller sur un nouveau traitement automatique. Donc là, dans notre cas présent, on a la possibilité de faire des rééditions de cartes de tiers payants en automatique. Et donc on crée un échange de questions-réponses pour pouvoir aller jusqu'à l'édition des cartes de tiers payants. Donc là, sur la gauche, dès que vous voyez apparaître NLU, on est sur la compréhension. Vous voyez bien que pour pouvoir traiter finalement bien à un niveau supérieur les demandes des clients, on va être toujours sur cette nécessité de comprendre l'intention, le besoin du client, avant de passer sur un traitement plus classique de NLP. Donc là, derrière, à la fin de l'appel, post-appel, on a la qualification automatique, on a la traduction des conversations en texte, on a la note de sentimentalisation, on va avoir les tableaux de bord de motifs. Si je fais un parallèle sur les qualifications des appels, historiquement, on dit tel appel m'a appelé et il m'a appelé pour un sujet. Le sujet principal est un tel. Et on avait des menus déroulants. Et le problème d'avoir des menus déroulants, c'est que s'il nous appelait pour 3 sujets, on n'en mettait qu'un. Avec les tableaux de bord de motifs, on va pouvoir dire il nous a appelé pour 10 motifs différents. Et le principal, c'était effectivement celui-là, mais les autres secondaires, c'était ceux-là. Et si on multiplie tous les appels de tout le monde, en fait, le sujet qui nous paraissait principal n'est peut-être pas le sujet principal, parce qu'il y a le sujet qui arrivait toujours en 3e, quels que soient les appels, il arrive toujours en 3e. Et donc, quand on compile tout, c'est celui qui arrive en premier. Donc voilà, c'est là l'intérêt d'avoir une analyse fine de toutes les conversations et de ressortir la compréhension. Deuxième exemple, qui est plus sur la téléphonie, mais sur le traitement des demandes que l'on reçoit, principalement par papier, mais c'est le même principe pour les mails ou pour les messages que l'on reçoit des espaces clients. On a toujours une première étape de tri de ces demandes. À la sortie du tri, on va avoir une numérisation, sauf s'il est déjà numérisé quand c'est un mail. On a de la RADLAN, donc la reconnaissance automatique des données, lecture automatique des données, et pas sur tous les documents. Les technologies qui existaient jusqu'à maintenant, elles permettaient de faire de l'extraction de données uniquement quand on avait des formulaires spécifiques. Donc typiquement, vous avez les CERFA, si vous voyez ce que c'est, ou des documents qui sont précalibrés en disant si vous écrivez bien en haut à gauche entre le tel pixel et tel pixel ou tel centimètre du bord, je suis capable de prendre le mot et je sais ce que ça veut dire. Par contre, dans un texte, noyé dans un texte, impossible de récupérer l'information. Donc ça a limité énormément la possibilité de récupérer automatiquement les données. Et donc, les modèles qui existent historiquement, ce sont des volumes, toujours des modèles sur lesquels il y a des volumes très très importants, parce qu'il fallait rentabiliser avec de la volumétrie. Donc en rouge, vous voyez toutes les étapes qui sont manuelles. En bleu, celles qui sont avec des automatismes. Donc les tâches rouges, elles sont avec peu de valeur ajoutée, elles sont chronophages et elles ne sont pas du tout intéressantes, même pour les collaborateurs. Donc on a tout intérêt à essayer de les supprimer. Et donc on a travaillé sur ce processus-là à améliorer avec de l'IA. Donc le nouveau processus avec de l'IA, on va malheureusement toujours avoir un petit peu de tri sur le papier, mais beaucoup moins lourd que ce qu'il était auparavant. On va simplement faire attention entre deux clients qui nous adressent du courrier par rapport à, on va dire, à des adresses physiques ou postales différentes. On va faire attention de ne pas les mélanger. Donc c'est un tri qui est plutôt je ne mélange pas. On va numériser, donc ça c'est toujours obligatoire, et on va commencer à avoir une première étape d'IA qui va permettre de prédécouper l'ensemble du document. Donc vous avez, imaginez un courrier papier ou même on va prendre l'exemple d'un rapport qui est numérisé. Il va d'office reconnaître les emplacements des titres, il va découper les paragraphes, il va découper également, il va dire tiens ça c'est un graphique, etc., etc. Ce qui va permettre derrière d'identifier les différents blocs sur lesquels on peut rechercher. Typiquement, si vous identifiez un tableau, il va identifier les en-têtes de tableau et les lignes. Donc si nous, derrière, on veut rechercher une information dans le tableau, au lieu de lui dire
on va pouvoir lui dire, ce qu'on ne pouvait pas jusqu'à maintenant, tu vas lire la colonne telle pour telle ligne. Alors qu'avant, on avait tout en pixels avec des lettres, finalement, qui suivaient les unes derrière les autres, c'était quasiment impossible à faire. Donc ça, c'est cette première étape de computer vision, elle est vraiment fondamentale, c'est ce qui permet derrière de passer à l'étape suivante, qui est la compréhension et l'extraction des données. Donc pour certains, on va avoir besoin de modèles complexes, et pour d'autres, des modèles relativement simples. Si on recherche un numéro de sécurité sociale, c'est assez facile, hein, il faut rechercher un chiffre assez long, qui commence toujours par 2 ou par 1, et donc ça, il n'y a pas de difficulté à le rechercher avec un modèle simple. Si on veut rechercher l'intention, là par contre, on a besoin de la compréhension. Si on veut faire la différence entre j'ai une demande de remboursement par rapport à je ne suis pas d'accord avec la facture, le niveau de remboursement, c'est pas la même chose. Pourtant, les documents qui sont fournis sont les mêmes. Donc c'est là où l'intelligence artificielle va être intéressante. Une fois qu'on a extrait toutes nos données et le contexte qui va avec, on va pouvoir appliquer toutes les règles de gestion, de traitement. Donc là, ça va être simplement, je vérifie, il y a toutes les mesures antifraude qui sont classiques. Je vérifie que la facture est bien payée, on a bien le tampon, on a une date, les dates correspondent, etc., etc. Donc tout ça, c'est facile à automatiser une fois qu'on a les données, et on va pouvoir l'injecter dans nos systèmes pour un paiement. Il y a toujours des cas qui ne vont jamais rentrer dans la machine. Je pourrais citer par exemple, on a des factures étrangères. Les factures étrangères, on en reçoit peu. Chaque pays, on va avoir des trucs différents, donc c'est pas intéressant de l'automatiser. On pourrait faire des traductions, vous me diriez, mais c'est pas la même législation à chaque fois. Donc on préfère passer sur des humains pour pouvoir le traiter. Donc c'est pour ça qu'il y a une porte de sortie là, avec des corbeilles ou des citernes, suivant comment on les nomme, qui sont des traitements qui seront toujours réservés à des humains. On peut avoir aussi sur la détection de fraude des éléments qui sont contradictoires et qui vont nous dire ce dossier-là il est suspicieux et donc faut l'analyser avec un humain. Donc on le détache, on va avoir une tâche particulière. Donc ça c'est l'IA là, sur ce processus-là est vraiment fondamental. Parce qu'on a un avant où on était obligé d'avoir un quadrillage qui était préétabli à l'avance et donc on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et maintenant, on peut prendre des factures, on peut dire n'importe quelle facture, même si elle a des évolutions, on va toujours retrouver à peu près ces éléments-là. Au lieu de les avoir en haut à gauche, elles peuvent être en bas à droite et l'outil va les trouver tout seul. On n'aura pas rien besoin de paramétrer, c'est automatique. Donc ça devient rentable de le faire sur des volumétries beaucoup plus petites que ce qu'on avait. Donc là, on pourrait dire, par exemple, sur l'hospitalisation, sur la partie tiers payant, on reçoit 300 000 factures par mois. 300 000 factures, on avait évidemment commencé à l'automatiser. Mais il y avait toujours un fond de queue qui était complexe à avoir. Là, on peut passer à un niveau supérieur. Oui, justement, en effet, sur cette partie en jeu, alors c'était 300 000 par le passé, aujourd'hui on en a même 1 million. Mais 1 million par mois, dont la moitié sont automatisés, donc plutôt 500 000 en manuel. Et 500 000 factures, ça représente pour nous un peu plus d'une cinquantaine de gestionnaires. Donc en fait, l'enjeu, quand avec ces nouvelles technologies, on se dit qu'on arrive à traiter du début à la fin de la chaîne en automatique, c'est forcément un gain d'ETP derrière. D'ETP qu'on peut positionner sur d'autres sujets, sur d'autres activités qui ont une autre valeur ajoutée. Mais en effet, sur des volumes si conséquents, il y a un vrai potentiel de gain et de coût derrière. Justement, en parlant de gain, on vous a mis quelques chiffres. Donc, sur la téléphonie, évidemment, on va avoir une bien meilleure expérience client. Il y a un avant et un après. Mais aussi au niveau des gains, on estime qu'on va avoir 8% de temps gagné au niveau des téléconseillers. Donc ça va être un temps qu'on va pouvoir utiliser pour faire autre chose. On va notamment pouvoir l'utiliser pour aller plus loin dans les conversations et régler des problèmes qui ont anticipé des problèmes du client, faire du cocooning, faire de l'anti-churn. Et sur l'encadrement également. Sur l'ensemble des outils périphériques de la solution téléphonique font gagner énormément de temps. Tout ce qui était évaluation des collaborateurs, pour ça il faut réécouter 100% de la communication, à chaque fois à noter, tiens, à telle minute tu as dit ça, etc.
Là, on a des outils qui permettront d'automatiser cette partie-là et donc de gagner du temps de manière très significative. Il y a toutes les planifications d'appels, pareil, on va pouvoir le faire en automatique. L'outil, donc en plus de cette partie qui était liée à l'IA, on a fait des couplages entre nos outils de gestion et la solution téléphonique. Et on a choisi une solution qui est relativement simple et qui reste à la main des superviseurs. Donc les superviseurs, ce n'est pas des informaticiens, et pour autant, maintenant, ils ont la capacité d'eux-mêmes mettre un message d'alerte, de changer, de pouvoir faire évoluer le robot. Donc c'est des technologies qui sont tout à fait matures et pour des personnes qui n'ont pas un peu bac plus 10 en maths sur le langage naturel. Sur la partie automatisation des traitements des demandes, donc là, on va avoir typiquement des demandes de remboursement qui vont nous arriver et on va avoir le dépôt par le client et on va avoir un paiement, on va être en capacité de faire des paiements dans la même journée. Et tout ça automatisé, tout ça vérifié avec un niveau de qualité supérieur et il faut juste qu'on ait tous les éléments en entrée. Donc le client, s'il a déposé tous ces éléments, on sera capable de le rembourser dans la journée. Alors qu'avant, on avait des délais de traitement, on peut pas faire que attendre la demande du client, donc on mettait plusieurs jours pour pouvoir le rembourser. On a également la possibilité d'avoir une réduction sur les demandes qui ne seraient pas éligibles, c'est-à-dire qu'il y a des demandes qui sont incomplètes. Ces demandes incomplètes, on va pouvoir dire tiens, cher client, tu as oublié de nous mettre telle pièce jointe ou ton document n'est pas signé. Alors, plutôt qu'à d'attendre 3 jours pour nous le redire, je te le redis le même jour, et peut-être que même si on est très rapide dans le futur, il ne sera même pas encore parti de chez le médecin, qu'on dira tiens, tu as oublié de faire tamponner, retourne chez le médecin, c'est plus simple que de le faire 3-4 jours après. Et même parmi ces tâches non éligibles, alors dans je citais par exemple tout à l'heure les factures qui viennent de l'étranger, eh bien ces factures-là, on va avoir recueilli des données, on va avoir qualifié l'ensemble de la demande, on va avoir dirigé cette demande dans la bonne citerne pour les bonnes équipes de traitement. Donc on a déjà gagné du temps sur le traitement par rapport à ce qui était fait avant. Et enfin, quelques points d'attention pour partager en fait les difficultés, parce qu'on a l'impression que c'est un peu magique aussi. De temps en temps, ça se fait pas quand même tout seul. Sur la téléphonie, il y a des difficultés qui sont liées au fonctionnement de l'être humain. Donc ça reste facile pour l'humain et difficile pour la machine, notamment par exemple le bruit environnant. Donc si vous êtes dans une pièce bruyante, ou typiquement, ou si vous prenez par exemple un téléphone fixe et pas un téléphone portable, vous avez lors de votre conversation tous les bruits environnants. Vous avez par exemple un professionnel de santé dans une pharmacie, vous pouvez avoir de la musique liée au centre commercial, plus le pharmacien ou la présentatrice à côté qui est en train de parler. Et là, pour le moment où vous posez la question par le robot, il y a une autre réponse qui vient à côté, c'est pas la même voix. Et pour autant, c'est pris dans la conversation, ça peut perturber la machine. Donc ça, il faut en tenir compte. Il y a les accents régionaux, les débits de parole, qui durent longtemps, l'orthographe aussi, quand on est parfois sur les écrits, l'utilisation d'un vocabulaire qui n'est pas approprié par le client. Donc ça, c'est très important. Le client utilise son vocabulaire, il a toujours raison. Et nous, on est habitué à un vocabulaire précis, on attend qu'il utilise ça, mais il utilise autre chose. Et ça, c'est compliqué quand il utilise un mot qui veut dire complètement autre chose. Donc là, l'intelligence artificielle a beaucoup d'intérêt, c'est que ça va reprendre tout le contexte. Et donc, par rapport à son contexte, on va pouvoir dire, en fait, il a utilisé ce mot-là, mais c'est pas ce mot-là qu'il voulait utiliser, c'est un autre. Et ça se fait pas en claquement de doigts, il va falloir tourner quelquefois les algorithmes. Un autre élément, c'est le choix de la technologie. En fait, il y a comme je vous disais tout à l'heure, quand on recherche un numéro de sécurité sociale, on a des vieux modèles qui fonctionnent très bien. On n'a pas besoin d'aller chercher la Rolls-Royce de l'intelligence artificielle. Et parce qu'à chaque fois qu'on utilise des modèles plus compliqués, il faut déjà les mettre en place, il faut faire tourner les modèles, il faut les alimenter, mais ça coûte cher tout ça. L'utilisation de l'informatique, ça coûte très très cher. Et on paye généralement à l'utilisation, soit au temps d'utilisation, soit au nombre de cas réalisés. Donc on a tout intérêt à isoler
les temps d'utilisation de l'intelligence artificielle. Et puis, un élément également important, c'est que, comme on le montrait au tout début, en fait, c'est une technologie qui évolue très très vite. On parle de semaines, mois-semaines sur lesquels il y a des nouvelles publications qui révolutionnent à chaque fois un peu le système. Vous imaginez par exemple que Microsoft qui a racheté ChatGPT, quelques mois plus tard, c'était installé directement dans son moteur de recherche. Et du coup, il était passé numéro 1 dans les moteurs de recherche devant Google, qui est la première place depuis quasiment 20 ans. Donc tout change, ça change très très vite. Et si on ne met pas les moyens, enfin entre guillemets, si on n'a pas les moyens d'avoir toute une équipe de 50 personnes, on a plutôt intérêt à travailler avec des sociétés qui ont le savoir-faire et qui vont pouvoir proposer soit le produit bien adapté, soit le projet à développer en collaboration. Et puis, un point spécifique à l'assurance, comme on le disait au tout début, c'est très réglementé. Et donc, qui dit réglementation, dit aussi auditabilité, c'est-à-dire de pouvoir expliquer pourquoi on arrive à un résultat. Et donc, dans certaines technologies d'IA, notamment la partie deep learning, et ben justement, on ne sait pas. C'est l'outil qui trouve les corrélations, qui trouve de lui-même la réponse. Donc, on a intérêt, lorsqu'on doit pouvoir justifier du choix, de choisir l'algorithme en fonction. Et donc, on peut faire du machine learning sans faire du deep learning, mais on choisit au fur et à mesure. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire sur l'IA au sein de l'assurance, au travers de 2 exemples notamment que l'on emploie au sein de CGDIM, l'assurance. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je sais qu'on a un temps après autour d'un cocktail, mais est-ce que vous avez déjà quelques questions tant sur la partie théorique que sur la partie de projets concrets CGDIM? Oui. Combien ça coûte de développer un outil IA d'une manière générale, un outil que vous utilisez et appliqué à des petites structures? Vous avez à peu près une idée du développement? Alors, on a un exemple chez CGDIM qui vise à alimenter une base de données qui s'appelle la base Claude Bernard. C'est une base de médicaments où on explique finalement quels sont le bon cadre d'utilisation de ce médicament. Et ça évolue régulièrement avec un vocabulaire qui évolue lui également dans le temps. On a grosso modo une équipe de 3-4 personnes qui a travaillé dessus pendant 1 an à temps complet. Voilà, ça peut, pour donner des ordres de grandeur, si vous prenez après des salaires autour de 80-100 K, ça vous donne juste sur la partie humaine le coût. Derrière, plus on va être sur là on est sur un modèle qui est très spécialisé. C'est un modèle BERT qui a été employé et donc on a fait des entraînements dessus. Dès lors qu'on va commencer à multiplier les champs, dès lors qu'on va vouloir utiliser ce modèle pour d'autres catégories, le prix va très 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 fortement augmenter. Donc là, très spécialisé, ça veut dire qu'on l'entraîne spécifiquement pour une tâche. C'est encore relativement abordable avec le savoir-faire. Et puis, là, je ne vous ai pas mis tout le coût machine qui est associé derrière, parce qu'il faut de la puissance de calcul. Sinon, vous lancez à chaque fois l'opération, puis vous revenez 2 jours plus tard, vous dire « Ah, mince, j'avais oublié de mettre la virgule dans mon programme, je recommence 2 jours. » Et là, c'est pas 1 an qu'il va vous falloir, c'est peut-être 2-3. Donc voilà, les ordres de grandeur sont quelque chose de très faible, mais si on regarde après des modèles plus évolués, quand on arrive sur des ChatGPT, on est sur à peu près 10 millions rien que sur l'entraînement. Uniquement l'entraînement, alors tout est construit, c'est simplement de lui faire apprendre le coût simplement des modèles de vérification des modèles 10 millions.
Et ça progresse très 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 fortement puisque les modèles qui arrivent maintenant sont larges, entre guillemets, ils répondent non pas à une problématique mais à plusieurs, donc la complexité augmente. Voilà. J'ai une autre question. Comme ça se développe assez vite, à quel moment ce sera devenu, je dis pas grand public, mais à quel moment vous pourrez avoir pratiquement une solution qui s'adapte à peu près à toute problématique et vous avez juste quelques paramètres à changer pour répondre directement aux besoins du client? Eh bien, en fait, c'est déjà un petit peu, parce que quand vous regardez ChatGPT ou même des modèles équivalents, vous pouvez poser directement votre question. Donc il y a déjà des cas d'usage que vous employez. La traduction speech to text ou text to speech, ça marche très bien. C'est déjà mature, ça existe depuis longtemps. Quand vous utilisez Alexa ou Siri, pareil, c'est mature. Donc je dirais qu'il n'y a pas encore de la solution qui fait tout papa-maman sur tous les cas. Ça mettra un peu de temps à arriver. Mais vous avez déjà plein d'outils qui sont déjà clés en main. Donc, Non, après, sur les deux projets nous qu'on mène actuellement, que ce soit sur l'outil de téléphonie ou sur l'outil d'automatisation des flux entrants, clairement, il y a eu une énorme évolution depuis une dizaine d'années. Là, les outils qu'on est en train de déployer, on sait que le taux d'automatisation, ça va devenir le nouveau standard qui va s'appliquer à l'ensemble des acteurs de l'assurance. Après, il y aura encore des améliorations, mais là-dessus, on arrive aussi quasi à maturité sur ces sujets-là. Après, il y a bien d'autres domaines, mais les assureurs, globalement, et de toute façon, ils n'ont pas le choix que d'aller vers ces sujets d'automatisation vu la pression sur les prix. Mais sur ces sujets de gestion en assurance, on commence aussi à arriver à maturité sur l'automatisation des flux et la gestion téléphonique. Merci beaucoup. Le début de votre présentation, vous travaillez beaucoup avec des compagnies d'assurance. Est-ce que ça vous arrive de travailler avec des courtiers aussi qui ont la gestion? Oui, tout à fait. Alors, dans notre portefeuille de clients, oui, on a beaucoup de clients assureurs, de mutuelles, groupes de protection sociale et aussi de courtiers pour qui on réalise soit la gestion du tiers payant, soit aussi de la délégation de gestion. Donc, ils nous externalisent une partie de leurs activités de gestion de contrat. Mais ils n'utilisent pas votre technologie d'IA pour la gestion déléguée? Pardon, j'ai pas compris. Ils n'utilisent pas votre technologie d'intelligence artificielle pour la gestion déléguée, ou c'est vous qui l'utilisez quand ils vous la confient? Alors, typiquement, s'ils nous confient la gestion des appels, vu que nous, le nouvel outil présenté tout à l'heure, on est en train de le déployer sur toute notre gestion, forcément, ils bénéficieront aussi de ces avantages. Nous, côté CGDIM, on peut avoir une offre, ce qu'on appelle en marque blanche, où en effet, nos téléconseillers vont répondre et se présenter avec le nom du courtier, et dans ce cas-là, ils vont utiliser ces technologies. Ouais. D'accord, merci. Typiquement, là, le déploiement que l'on a fait sur cette solution téléphonique, on a déjà 55 lignes clients différentes. Donc, c'est prévu déjà multi-clients. Moi, j'ai une question sur le parcours digital. En fait, vous avez dit que vous alliez digitaliser l'ensemble du parcours jusqu'à la signature. Comment vous assurez que l'IA va pas commettre d'erreurs pour pas mettre en péril une erreur de conseil, par exemple, pour un courtier? Ça veut dire que voilà, si le client vient et parle à l'IA et que l'IA fait une erreur, il y a là quand même la légitimité du courtier qui est derrière. Est-ce qu'il y a des solutions ou est-ce que ça peut arriver que l'IA fasse des erreurs, puisqu'apparemment depuis le début, il semble qu'il ne fasse pas d'erreurs? Alors, on a, dans notre gestion déléguée, la majorité de la gestion déléguée, elle commence après la souscription. Donc c'est souvent les assureurs ou les courtiers qui gardent ce parcours. Après, c'est chez un assureur qui travaille aussi avec des courtiers, il va avoir découpé son offre. Donc souvent, il y a des offres, soit sont sectorisées, donc secteur d'activité, soit elles sont régionalisées, en disant telle région elle est réservée à tel courtier ou autre. Et dans certains cas, c'est la jungle, entre guillemets, c'est le premier qui arrive qui est servi. Donc voilà, là c'est plutôt en fonction de la politique de courtage de l'assureur
que ça va jouer. Et c'est lui qui a le parcours, c'est lui qui pilote le parcours. Après, sur ce point-là, il y a aussi un système de règles qu'on peut mettre. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'analyse de documents ou à différents moments du processus, on peut quand même placer des jalons où on peut dire là, ça peut aller à 100% en automatique jusqu'à la fin, ou là, on veut à tout prix un contrôle humain. Et ça, on pourrait l'imaginer, par exemple, sur la partie souscription, en disant, de toute façon, je vais auto-alimenter jusqu'à la fin, mais je ne fais pas partir le contrat avant que j'ai un collaborateur qui l'a contrôlé. Et ça, en effet, souvent, c'est lié à des niveaux d'entraînement de l'outil où on va être assez confiant pour dire ça je le fais en full automatique, et il va y avoir un certain nombre de tâches dans le process à l'inverse où on dit il y a encore 10%, 15% d'erreurs, et là on continuera d'avoir de la gestion humaine tant qu'on n'est pas à 100% sûr. Donc on peut aussi placer ces balises là. On a un projet avec Allianz, on va gérer l'ensemble de leur portefeuille en santé et en prévoyance. Et le parcours de souscription reste chez eux, et on pourrait très bien imaginer qu'au moment avant de passer à la signature, comme on a collecté toutes les informations, on vient interroger les systèmes de gestion, et là on détecte que tel client est géré par tel agent ou tel courtier, et que le client sur le périmètre santé-prévoyance ne peut être que chez un seul agent commercial, et donc à partir de ce moment-là, il est réattribué directement, même si la vente va jusqu'au bout, la vente est attribuée au courtier ou à l'agent. J'ai une autre question, c'est par rapport au risque cyber, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de risques cyber à cause de la digitalisation. Est-ce que de vouloir tout automatiser, ça ne représente pas un risque supplémentaire pour les compagnies ou pour les courtiers, de digitaliser en plus le parcours de souscription, de gestion, en plus d'avoir... Alors, une très très bonne question. Donc, si je ne l'ai pas mis là, mais il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps sur l'utilisation de l'IA, et une des premières utilisations, c'est dans la sécurité. Donc, vous n'êtes pas tombé à côté. On utilise l'IA pour surveiller les flux informatiques, les attaques, les éléments un peu perturbants. Les informaticiens sont servis pour eux-mêmes sur leur outil. Par rapport au risque cyber, sur l'assurance santé prévoyance, on est plutôt, surtout la partie santé, on est plutôt serein. Parce qu'en fait, même s'ils souscrivent quelque chose de faux, en fait, ils vont devoir payer une cotisation avant de pouvoir vraiment bénéficier de sinistres. Si on était sur d'autres types de risques, l'épargne par exemple, là c'est différent. Si on est sur la prévoyance, ça commence également à être différent, mais on a la possibilité d'analyser dans la partie prévoyance. Donc on est plutôt sur des décès ou des arrêts de travail. Décès, il faut quand même avoir des documents entrants qui peuvent être vérifiés et re-vérifiés. Mais oui, c'est ce qu'on disait au début, la fraude elle est énorme. Les outils, j'allais dire Photoshop, qui était il y a encore 15 ans un peu compliqué à utiliser, maintenant on fait ça même par téléphone en 2 clics. Donc le niveau de qualité de la fraude, elle a fortement augmenté. Donc il faut qu'on s'adapte aussi de notre côté avec des outils, avec plus d'intelligence et des corrélations. J'ai une dernière question si je peux. Est-ce que vous avez un ordre d'idée du taux de remplacement de l'homme par l'IA en fait dans les compagnies, ça va représenter quoi à peu près dans les années à venir? Alors vous aviez vu mon graphe tout à l'heure, on est arrivé à 50%, ça pourrait être ça. Après c'est est-ce que tous les métiers ne vont pas être touchés à la même ampleur, et il y a aussi on va dire à chaque fois qu'on a une évolution technique, il y a eu des besoins humains à côté. Et donc on voit facilement la perte des emplois humains. Là, typiquement, ça va être des emplois de gestionnaire, tout ce qui était tri de courrier. Tous ces emplois-là, ils vont être touchés un peu de fouet. Par contre, il va falloir avoir une action humaine en plus qu'on n'avait pas, parce qu'en fait, il n'y avait pas besoin de se différencier, et que donc du coup, il va falloir aller plus loin. Donc il y a de la perte, mais il y a du gain. Combien on va être voilà, j'ai pas la réponse. Oui, alors là-dessus,
nous, la problématique à notre niveau, et je pense qu'il y a en effet des assureurs qui se posent la même question, c'est qu'en effet, on est, nous, sur un métier d'externalisation de processus où les clients, en plus, viennent constamment, parce qu'on a des contrats de 3 à 5 ans, selon les activités, gestion déléguée ou tiers payant, etc. Donc, viennent chercher des réductions de coûts pour nous menaçant d'aller voir la concurrence. Donc nous, en effet, on a ce sujet d'automatisation, d'intelligence artificielle, etc. Mais on ne veut pas s'arrêter là. Et donc nous, on réfléchit beaucoup aux nouveaux services qu'on peut proposer en plus. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'on va de plus en plus vers une industrie, une offre industrielle automatisée, orientée flux, etc. en full automatique. Et du coup, on réfléchit, nous, aux services supplémentaires qu'on peut proposer à leurs assurés. Exemple, sur le tiers payant optique, c'est quelque chose où on est en train de mettre en place une norme de place qui va permettre de le faire de manière automatisée avec un contrôle des droits automatique, etc. Mais on est en train de proposer à nos clients un filtre optique pour leur dire orientez vos assurés vers des opticiens où le reste à charge et donc le reste à payer pour vos assurés sera le moins élevé. Voilà, nous on est en train de travailler sur ces services-là où on propose une valeur supplémentaire. Mais en effet, on va dire l'offre standard de base, celle-là, elle devient de plus en plus automatique. Donc ça nous oblige, nous, à nous réinventer pour proposer des services supplémentaires à nos clients. Et pour aussi permettre de positionner nos collaborateurs sur des nouvelles tâches, des nouveaux métiers avec davantage de valeur ajoutée pour eux. Alors, juste pour aller compléter, donc quand on regardait la gestion encore ces derniers temps, on était un centre de coût. La gestion est un centre de coût. Et en fait, on peut transformer ce centre de coût en valeur ajoutée si les gestionnaires commencent à agir sur le S sur P, donc notamment sur tout ce qui va être fraude, où on a besoin de toute manière d'avoir une validation à la fin qui sera humaine. Eh bien, on peut faire gagner sur le S sur P. Et en fonction des portefeuilles, le S sur P est bien plus important que le coût des gestionnaires. Donc il y a un équilibre aussi qui peut se faire sur ce côté-là. Il y a un grand frein au début. Il y a une personne derrière. Je peux juste poser une question et après je laisse tranquille. Il y a un grand frein à l'IA qui est la confidentialité des données. Comment vous garantissez justement avec ces échanges de données, de mails, la confidentialité des données? Alors, on a le RGPD déjà est assez costaud. On est allé même plus loin puisque on a maintenant les mêmes les obligations qu'un assureur. Le principe, c'est de se dire, on n'utilise les données que ce pourquoi le client nous a confié ces données-là. Donc, on est sur de l'assurance santé, on reste sur de l'assurance santé. On n'est pas en train de lui vendre un nouveau produit, on est en train d'améliorer un processus existant à son bénéfice. C'est ça ce que l'on fait. Donc, tant qu'on reste dans ce cadre-là, on est dans notre cadre de jeu. Mais moi, je dirais plutôt à l'inverse. Si on pouvait accéder à plus de données, on pourrait avoir beaucoup plus de valeur ajoutée auprès du client. Et voilà. Donc ça, c'est le cri des assureurs en disant mais donnez-nous des données. On pourrait détecter beaucoup plus facilement les parcours de vie du client, anticiper ses besoins, l'orienter typiquement vers les bons hôpitaux, faire en sorte que quand il va revenir au travail, on puisse l'accompagner dans ses retours. Pour ça, on a besoin de données qui aujourd'hui sont refusées aux assureurs. Alors, merci pour la conférence, mais je suis un tout petit peu restée sur ma faim, parce que vous avez axé le débat uniquement sur la partie relation entreprise et client. Et moi, j'aurais bien aussi aimé avoir des solutions, par exemple, pour les solutions de logiciels, de GRC, par exemple. Ou alors, si en interne, chez vous, vous allez développer des outils, si vous avez mis en place des outils qui feront appel à l'intelligence artificielle, par exemple, pour ces domaines-là. On a, là typiquement, au travers de la solution téléphonique, on a tout un service. Donc, ce n'est pas forcément que la partie entre le client
entreprise particulier et l'agent, c'est aussi toute la partie planification. Donc en fait, on aurait pu mettre n'importe quel service. Dans toute la planification, ça fonctionne un peu dans la même logique. Donc on a les outils de planification, on a tout ce qui est analyse. Dans l'analyse client, dans l'analyse des données, tout ce que fait la DT, finalement toutes les directions techniques, vous avez en fait des recherches de corrélation. Donc ça, c'était pour moi un peu différent de la partie relation, tout ce qui est relation client. Comme ça, après il y a tout ce qui est RPA. Donc dans le principe, vous vous dites, si quelqu'un fait 2 fois la même chose, la 3e fois c'est un robot. Donc le RPA, c'est exactement ça. Donc il suffit d'avoir un petit peu de volume. Un projet RPA, ça coûte rien, c'est 40 jours à peu près pour un petit modèle. Un gros modèle, c'est 80 jours. Donc vous voyez que si vous avez un ETP qui sert que à faire ça, des tris, cliquer à droite, et qu'il n'y a pas d'intelligence très très forte là-dessus, du jour au lendemain, vous pouvez mettre 80 jours sur la table et vous avez vos développements. Donc le RPA, c'est vraiment le truc, c'est la boîte à outils que vous pouvez utiliser dans tous les services, dans tous les sens. Je ne sais pas si vous pensiez à un élément en particulier ou sur un... Si peut-être en interne chez vous, vous avez peut-être déjà développé un logiciel de GRC. Oui, on a quand c'est une solution maison qui est liée, qui est couplée d'ailleurs avec cette GED, avec la GED. Donc on récupère l'ensemble des documents. Ces documents sont soit traités en automatique, puisque c'est ce qu'on vise, soit ils sont distribués au sein de différentes citernes. Et en fonction de ces différentes citernes, on va avoir un traitement partiellement automatique sur lequel on peut mettre des robots, ou alors donc avec des RPA, ou alors on va avoir du 100% manuel. On est sur le point de sortir un élément de pilotage qui va rassembler l'ensemble de ces demandes. Donc quand on est gestionnaire, on va avoir une sorte de tableau de bord. On va pouvoir utiliser des filtres. Et on pourra dire comme consigne à l'ensemble des collaborateurs, aujourd'hui il faut traiter tel client sur tel risque, ou alors on a telle typologie de dossiers où le stock monte un peu, donc vous mettez ça en priorité, et ils vont pouvoir faire les filtres eux-mêmes et traiter de manière indépendante, si je puis dire, l'ensemble des cas les uns derrière les autres. Bonsoir. J'avais une petite question. Quel est votre avis sur l'avenir des petites mutuelles avec toutes les problématiques, l'augmentation des dépenses de soins, le fait qu'ils aient un système informatique très ancien, qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'investir dans de l'intelligence artificielle ? Alors, on constate aujourd'hui qu'il y a en effet beaucoup de rapprochements depuis un certain nombre d'années de petites mutuelles vers différents groupes, de gros groupes mutualistes, etc. Après, en effet, sur ces sujets d'évolution réglementaire, de besoin d'évolution de systèmes d'information, avant le rapprochement, il y en a beaucoup déjà qui vont vers l'externalisation. Nous, on le voit sur la partie tiers payant, on avait encore jusqu'à peu de temps pas mal d'acteurs qui continuaient de faire du tiers payant hospitalier en interne avec des gestionnaires internes. Depuis le programme ROC, avec une exigence d'échange en temps réel entre les mutuelles, les assureurs et les hôpitaux, ça nécessite de forts investissements informatiques, et donc là on a beaucoup d'acteurs qui gardaient ces activités-là chez eux, qui nous l'externalisent. Donc en fait c'est en effet un enchaînement entre des évolutions réglementaires, cette pression-là sur les coûts, sur les charges, et ces besoins du coup d'automatisation et d'industrialisation qui obligent des acteurs comme ça soit à externaliser, soit en effet à se rapprocher d'autres acteurs pour bénéficier de leur système d'information complet ou déjà externalisé chez nous, par exemple. Mais en effet, pour toutes ces raisons-là, ces petits acteurs, sauf s'ils sont par contre sur des activités très spécifiques qui vont couvrir des populations
voilà, à part, avec des garanties qui s'appliquent, et donc un côté affinitaire très fort, et donc des populations qui tiennent à la survie de ces mutuelles-là. Mais là, on est plutôt sur certaines niches. Ceux qui sont sur des offres généralistes n'ont pas d'autre choix que d'externaliser ou de se rapprocher de groupements voilà, plus importants. Merci. Alors, il y a un mouvement qui est venu avec les tech assurances, les assurtech, qui est le fait de pouvoir segmenter l'ensemble de la chaîne de valeur assurantielle. Et donc, certains acteurs vont se spécialiser sur la partie purement création d'offres, d'autres sur la partie marketing, etc. Une des solutions pour les mutuelles, c'est de garder toute la partie relation client affinitaire là où ils sont forts, et c'est de déléguer tout le reste. Et ils n'ont même plus l'obligation, contrairement à autrefois, de prendre un seul acteur pour la suite. Ils peuvent morceler. Donc ça, c'est nouveau, c'est le fait d'utiliser des nouvelles solutions de gestion. On en a une qui va être très très bien pour ça. Donc c'est le fait d'avoir des plateformes de gestion différentes. On peut choisir, imaginer par exemple une petite mutuelle qui crée finalement une idée de produit, qui demande à une société extérieure de créer l'offre, parce que ils sont spécialisés au niveau de la création des produits par rapport au cahier des charges qui est fait. Ils transmettent le flux informatique directement dans le SI de gestion, donc ça s'intègre en automatique. Et derrière, l'outil de gestion, il est, on va dire, géré, administré, et l'ensemble des gestionnaires sont, par exemple, chez CGDIM. Donc ça permet d'avoir le meilleur, entre guillemets, de garder là où il y a le plus de valeur ajoutée. Justement, avec ce que vous venez de dire, je rebondis sur la dernière question. Est-ce que vous avez une idée de la proportion de mutuelles qui vont disparaître, se faire ravaler, ou alors ça va être déguisé sous format de partenariat avec l'arrivée de la PSC? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs après qui vont devoir se positionner. Peut-être que le reste des mutuelles qui seront positionnées sur de l'individuel va diminuer. Et l'autre question que je voulais vous poser, c'était plus sur la partie intégration. Quelles sont les difficultés justement que vous rencontrez par rapport aux solutions que vous proposez? Quelles sont les difficultés clients cette fois, les plus que vous rencontrez le plus, et qui vous posent problème, vous, pour intégrer vos solutions rapidement chez les acteurs? Est-ce que c'est le SI? Est-ce que c'est des raisons éthiques? Est-ce que c'est... Alors, sur le premier point, alors, qui est très lié à la question en effet précédente, vous avez parlé de la réforme de la PSC, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors là-dessus, en effet, on a, nous, plusieurs clients qui sont en train de se positionner et de répondre aux appels d'offres, ou en tout cas qui se préparent à répondre quand l'appel d'offres n'est pas encore publié. Là-dessus, alors on n'est pas dans la tête du gouvernement et des ministères quand ils publient ces appels d'offres. Après, on a du mal à croire que les ministères vont chercher à tuer des mutuelles affinitaires avec ça. Néanmoins, il semble dire que ça serait quand même confié à une mutuelle plutôt qu'à une autre, etc. Donc, suite à ce mouvement-là et ces réformes-là, on voit qu'il y a pas mal d'acteurs qui se regroupent pour répondre à ces appels d'offres et qui ont décidé de faire des alliances en se disant, voilà, plutôt que de se dire il y en a un qui va gagner et tous les autres vont perdre, et donc des mutuelles qui risquent de mourir, on constate aujourd'hui ces phénomènes de réponse commune. Ce qui semble assez intelligent. Néanmoins, en effet, ça va dans le même sens de toutes ces évolutions réglementaires qui font que les acteurs sont amenés à se regrouper, parce qu'on va de plus en plus vers des offres standardisées de gestion, en tout cas sur la santé. Ensuite, sur votre deuxième point, quelle est la complexité? Alors je vais prendre l'exemple du client Alliance, qui est notre client, et en effet qui nous a confié là récemment la gestion
santé collective, santé individuelle et prévoyance collective, avec un portefeuille d'un peu plus d'1,3 million de personnes protégées. On a plusieurs éléments de complexité. Premier élément, c'est que c'est une population très large. Et du coup, c'est des volumes assez gros. Deuxième élément, c'est que c'est multiproduit. Donc on a, je vais dire des bêtises, mais on a autour de 80 000 offres. Donc on est sur un volume très large. Et ça se traduit comment? Ça se traduit, alors je vois des collaborateurs de chez nous qui sont là et qui travaillent sur ces sujets-là. Ça se traduit par une grosse complexité de paramétrage dans nos systèmes d'information et derrière on va dire, un certain nombre de cas à tester. Donc plus on a d'offres, plus on a de garanties, plus il faut faire des cas de recettes à tester et à décliner et s'assurer que ça fonctionne là. Donc ça, c'est clairement un élément de complexité. Ensuite, j'avais un point mais qui m'est sorti de la tête, mais tiens, tu as peut-être des idées aussi? Alors après, c'est plus dans la partie changement d'outils. Changer d'outils de cœur de gestion, c'est un projet d'entreprise à part entière. Sur les coûts, grosso modo, on est à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros à chaque fois sur ces projets-là. Il y a la migration elle-même qui est un projet qui est le cœur du mouvement, mais il y a tous les connecteurs qui sont associés. Le SI de gestion, il n'est jamais tout seul. Il va être branché aux outils d'avant-vente, il va être branché à la partie data, de plus en plus d'ailleurs, la partie finance, et tous ces échanges-là, ils sont plus ou moins normalisés dans une entreprise. Donc, si vous avez on va dire une société qui a, on va dire des briques bien propres avec des flux uniques, ça peut aller relativement vite. Si vous avez 5 outils de compta en face, parce qu'il y en a un pour les dom-tom, il y en a un pour le fuseau horaire de Nouvelle-Calédonie, il y en a un spécifique pour les échanges avec trucs, et ben, vous multipliez à chaque fois la charge et les spécificités à chaque fois, et ça fait un coût qui peut être beaucoup plus important, entre guillemets, d'avoir toutes ces briques de connecteurs que la migration elle-même. Par rapport à ce que vous venez de dire avec la complexité pour les grosses entreprises, ou en tout cas les entreprises, les compagnies, les mutuelles historiques à faire évoluer leur outil, est-ce que vous prévoyez une augmentation des AssureTech qui vont se lancer et proposer en marque blanche des mutuelles qui répondent au secteur et qui puissent évoluer un peu plus rapidement? Est-ce que vous prévoyez une augmentation de ces types d'offres sur le marché, ou est-ce que vous pensez que les grosses compagnies mutuelles vont arriver à s'adapter assez vite et à faire évoluer leur outil? Alors, on a en effet aujourd'hui, en tout cas, les deux modèles, mais qui, pour moi, sont en train de se rapprocher, où on pouvait avoir une opposition, où on a vu en effet des InsurTech assez emblématiques, type Alan, type Luco, etc., qui sont en fait allés beaucoup, et ça rejoint ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sur la partie relation client, sur le digital, sur le traitement aussi très rapide. Une des promesses d'Alan, et Alan, moi je connais bien parce que quand ils se sont lancés, ils ont justement délégué leur gestion à Allianz, qui est devenu Tessie, qui était l'entreprise dont je pilotais les plateaux de gestion. Et en effet, eux étaient très exigeants dans le délai de traitement. Clairement, c'était la promesse de cette InsurTech, c'était de dire, moi mes dossiers ils sont traités à J+1, sinon j'ai pas de valeur. C'était justement leur différence. Donc voilà, ils ont beaucoup travaillé là-dessus sur le digital. Ils ont beaucoup travaillé aussi sur l'intelligence artificielle et sur le traitement automatisé des factures, les parcours qui permettent d'envoyer tout de suite une facture par téléphone, etc., etc. Après, les assureurs et donc les acteurs plus gros et historiques n'ont pas eu d'autre choix du coup de s'aligner là-dessus, et aujourd'hui ont intégré, soit-même ont directement racheté un certain nombre d'InsurTech, ou en tout cas on fait appel à leurs services. Alors, je parlais de Shift Technologies sur la fraude, typiquement c'était une start-up initialement, maintenant qui est devenue
quand même assez gros ces conséquences. Mais nous, si on travaille avec eux et si on a fait un partenariat avec eux, c'est qu'on considère que voilà, c'est incontournable pour un acteur comme nous, on va dire un peu plus vieux sur le marché, de travailler avec ces acteurs-là. Donc clairement, l'InsurTech est très dynamique. Et c'est important parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont apportées, notamment sur des aspects expérience client, clarification du métier de l'assurance, etc. Ensuite, je pense qu'on n'a plus le même écart qu'on pouvait avoir il y a quelques années parce que des acteurs plus gros ont compris qu'il fallait intégrer ces services-là. Voilà, donc oui, pour répondre plus précisément à votre question, oui, je pense que les mutuelles, etc., peuvent avoir recours avec ces acteurs-là sur un certain type de population, sur des entreprises plus petites, ça peut être sur des seniors, etc., et qu'elles ont clairement leur place, et par contre que l'écart est moins grand qu'avant parce que les gros acteurs ont compris qu'il fallait travailler avec ces acteurs-là. Juste pour aller dans le même sens, les outils cœur de gestion sont très très compliqués à développer parce qu'il faut plusieurs années pour les développer et que pendant qu'on est en train de les développer, la réglementation change, donc il y a beaucoup de risques. L'argent disponible pour les AssurTech est quand même moins disponible depuis quelques temps. Et donc je ne pense pas qu'on aura de nombreux concurrents, peut-être un, deux. Je pense que c'est ça se compte sur le doigt de la main. En plus, on est sur un marché uniquement français, très spécifique. Santé prévoyance, c'est différent dans quasiment tous les pays. Donc c'est difficile de rentabiliser à grande échelle. La scalabilité qui est chère aux AssurTech, c'est pas facile à avoir là-dessus. Et les clients historiques, ils ont encore beaucoup de leur SI historique. Donc nous, on vend notre système depuis un nombre d'années assez important. On a expérience, on a nos clients qui ont nos anciennes versions. Mais pour autant, il y a toujours ceux qui ont développé et qui continuent de développer pour eux en interne. Ils ont leur équipe SI. Ceux-là, ils ne sont pas prêts de changer, à moins de faire une fusion, parce que c'est à l'occasion des fusions qu'ils vont se poser la question de finalement, est-ce que je change ou pas ? En revanche, là où on peut attendre les AssurTech, et elles ont toutes leur place, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les spécialisations. Ils vont se spécialiser sur un service spécifique. On a une entreprise qui est spécialisée dans les produits, on va dire techniques, la création de produits. C'est un logiciel à part entière. Si on commence à vouloir communiquer avec plusieurs plateformes différentes, ça veut dire des développements spécifiques. Et il n'y aura pas 36 acteurs, mais c'est un marché de niche qu'une AssurTech pourrait prendre. Et pour multiplier ce cas d'usage, il faut regarder la chaîne de valeur globale et à chaque fois se dire, tiens, là, il y a de la valeur ajoutée, et la réponse des solutions historiques n'est pas bonne, et ils vont avoir du mal à aller là pendant un certain temps. Est-ce que j'ai le temps d'avoir un produit qui prendra la place, quoi. Merci. Bonjour, merci pour la conférence déjà. Je voulais savoir ce que vous pensez sur les enjeux de l'intelligence artificielle relativement à ce que je dirais les problématiques d'écologie, les stratégies RSE, le projet de loi lié à l'industrie verte. Est-ce que l'IA peut rentrer en conflit avec ça ? On n'en est pas encore à Terminator, donc je dirais que pour le moment, l'outil l'IA fait ce qu'on lui dit de faire. Donc là, je dirais qu'elle serait même plutôt au service du RSE. Vous allez pouvoir traiter un nombre très important de documents. Avant, on va pas se le cacher, c'est quand même rarement le service qui a le plus de moyens. Vous avez énormément de rapports à faire. Donc c'est un outil qui peut être formidable en disant vous récupérez de l'information de tous les services, vous avez des résumés qui sont intelligibles, vous allez pouvoir faire des calculs, homogénéiser des calculs sur l'utilisation du carbone par exemple. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il faut voir ça plutôt comme un outil, en tout cas pendant un certain temps, avant de se dire c'est le mauvais côté de la chose. Le seul bémol à ma réponse, c'est que utiliser l'informatique et d'utiliser la puissance informatique, ça coûte en énergie. Il suffit de regarder les data centers, ça bouffe 20% de l'énergie électrique. Là, il y a des actions à mener, des optimisations
de temps, mais pas plus que quand vous envoyez un mail. Quand vous envoyez un mail, pareil, vous consommez de l'électricité. Donc voilà, premier niveau de réponse. Je ne sais pas si Yann veut rajouter quelque chose. Non, désolé, je ne suis pas spécialiste RSE. Oui, alors, si ça vous va, pour les questions, on vous propose de nous retrouver dans la salle. Voilà. Et voilà, et donc on est disponible au cocktail pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci à tous. Merci.